Alors bonjour, donc merci beaucoup de votre intérêt pour le sujet. Donc je me présente, je suis Ray Saranda, je suis professeur associé au programme de toxicomanie à l'Université de Sherbrooke et j'ai vraiment le plaisir et le privilège d'être accompagné de Mathieu Goyer, professeur adjoint au programme d'études et de recherche en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke, et Catherine Larosse-Osterade, qui est étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM. Donc on va vous parler aujourd'hui d'interventions brèves en ligne auprès des populations qui sont moins bien desservies dans le champ de la dépendance, et on pose la question en fait si c'est un avenir ou pas dans le champ de la dépendance. Donc vous avez vu en fait qu'on va parler d'abord du niveau des connectivités, c'est-à-dire en fait de la place de l'Internet au Québec, l'utilisation de technologies de l'information et des communications en santé, les interventions en ligne en dépendance. On va par la suite donner un exemple d'un projet qu'on mène actuellement qui s'appelle Members.ca. On va aborder les défis et les perspectives de ce type d'intervention à la fin. Donc, en termes de connectivité, au Québec, en fait, on sait que les gens sont de plus en plus branchés à Internet. Donc, selon les données du CFRIO qui datent de 2015, on voit quand même une augmentation assez progressive de l'utilisation d'Internet dans les foyers québécois. On voit en fait que la courbe est vraiment montante, sauf pour certaines années où ça a descendu un petit peu, mais c'est souvent des années qui concordent avec des difficultés économiques, comme par exemple en 2009, après la crise économique de 2008. Parmi les foyers qui ne sont pas connectés, donc parmi le presque 14% des foyers qui ne sont pas connectés, il y a certaines caractéristiques quand même assez particulières. Souvent, c'est des foyers composés de personnes qui ont un revenu familial de 40 000 $ et moins, ou des foyers où il y a une personne âgée de plus de 65 ans. Donc on a quand même des caractéristiques particulières dans les foyers qui ne sont pas connectés à Internet, ce qui pose aussi des questionnements par rapport avec qui on peut faire de l'intervention en ligne. En revanche, si on regarde l'utilisation d'appareils mobiles, c'est aussi une utilisation croissante, mais qu'on voit qu'elle diminue avec l'âge. Donc on voit quand même en rouge l'utilisation des téléphones intelligents, en gris un peu plus foncé l'utilisation du téléphone mobile de base, donc un téléphone pas intelligent, un téléphone bête, et aussi en bleu la tablette numérique. Donc on voit quand même que pour la tablette numérique, l'utilisation continue même après l'âge des 65 ans, donc beaucoup plus que le téléphone intelligent. Voilà donc pour l'aspect vraiment très général du niveau de connexion à Internet au Québec, l'utilisation aussi d'appareils mobiles. Donc, ce qu'on sait par rapport à l'utilisation des technologies d'information et de communication en santé actuellement. On sait, si vous regardez par exemple sur votre Apple Store, votre Google Play, on va voir, si on tape santé ou application santé, on va voir des milliers d'applications. Donc, on dirait qu'il y a presque des applications pour tout, ou presque. Mais si on voit un peu plus en détail, en fait, en 2015, il y avait 165 000 applications en santé qui étaient répertoriées autant dans Apple Store que dans Google Play. La plupart de ces applications, en fait, étaient liées à l'activité physique. Donc, c'était souvent des applications pour nous motiver à faire un exercice physique, à nous remettre en forme. Il y avait 17% d'applications qui étaient liées à la gestion du stress. 12% à diète et nutrition, donc souvent des conseils aussi pour des personnes qui ont par exemple des restrictions alimentaires, aussi des applications pour des personnes qui ont une maladie spécifique, par exemple le diabète. Il y a beaucoup d'applications concernant le management de la maladie chronique. 7% des applications en santé féminine et grossesse, 6% concernant l'observance thérapeutique, donc des applications qui veulent donner un appui aux personnes qui ont à prendre une médication de façon constante, donc pour les aider à prendre leur médication de façon adéquate. Et uniquement 2% des applications qui étaient destinées aux professionnels de la santé. Donc on peut comprendre que le reste des applications étaient destinées à la population. Et que parmi ces applications-là, il y en avait peu quand même qui étaient destinées aux personnes qui avaient des problèmes chroniques de santé. Donc il y avait 9% pour la maladie chronique. On peut penser aussi à des personnes qui avaient du stress, peut-être des gens là-dedans qui ont par exemple de l'anxiété ou d'autres problèmes.
Mais qui sont en fait les utilisateurs d'applications en santé? Il y a peu de données actuellement, mais d'après une étude allemande qui est quand même assez récente, qui a été menée auprès de plus de 4000 personnes, parmi les personnes qui utilisent un téléphone intelligent et qui utilisent des applications mobiles en santé, comparativement à ceux qui ne les utilisent pas, en fait, les utilisateurs sont plus jeunes, donc ça, c'est pas étonnant. Habituellement, les jeunes sont un peu plus habitués à la technologie. Ils font davantage des recherches sur Internet, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'informer, s'éduquer par rapport à différents sujets en santé. Ils sont aussi plus nombreux à rapporter des maladies chroniques, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que les personnes justement qui ont un problème de santé chronique cherchent aussi de l'aide à partir, en utilisant en fait les technologies. Et aussi, ce sont des personnes qui ont un peu plus de littératie en santé, donc ce n'est pas étonnant non plus, donc des personnes qui elles-mêmes font des démarches pour avoir des ressources pour les aider à gérer leur situation. Et chez les consommateurs de substances psychoactives, en fait, on connaît encore un peu moins leur utilisation de technologies et d'informations pour les aider à gérer leur situation. Donc, il y avait une étude qui a été menée en fait au Royaume-Uni auprès de personnes qui étaient en traitement résidentiel, donc déjà avec un profil particulier. Et donc, la majorité quand même possédait un téléphone mobile, mais un peu plus de la moitié, c'était des téléphones intelligents. Mais ils s'étaient quand même assez intéressés d'avoir des informations concernant, avec un but thérapeutique en fait. Et 46% ne se sentaient pas à l'aise avec la géolocalisation. Donc ils étaient quand même à l'aise d'avoir de l'information, de recevoir quand même des textos par exemple, ou avoir des interventions thérapeutiques par leur téléphone, mais avec certaines restrictions, et surtout aussi si on tient compte de leur type d'appareil qu'ils possèdent. Donc ils ne permettaient pas des fonctionnalités trop avancées. Mais je vous rappelle, c'est quand même un échantillon des personnes qui étaient en traitement résidentiel, donc avec des caractéristiques sociales particulières. Judiciarisé, tu veux dire? Non, pas judiciarisé, mais en fait qui étaient en traitement interne. Mais en termes de la population générale, il y a quand même un intérêt en termes de l'utilisation des technologies, l'information et des communications dans le traitement de la dépendance. Mais ils se demandent en fait, ce qu'ils préféraient, ça serait d'avoir des dispositifs qui leur permettent d'utilisation de la visioconférence, donc avoir quand même un contact avec quelqu'un à l'autre bout, et utiliser des applications mobiles. Mais ils s'inquiètent quand même du coût éventuel que cela pourrait représenter, si c'est par exemple des applications payantes qu'on doit payer pour télécharger, le manque de familiarité avec la technologie ou le temps qu'on passe un peu à explorer le dispositif, et des éventuels dangers aussi en termes de confidentialité. En termes d'évaluation, en fait, il y a quelques critères plutôt techniques pour évaluer ce type de dispositifs, notamment l'ergonomie, c'est-à-dire à quel point le dispositif est user-friendly, si je peux me permettre. Le design visuel, donc que ça soit quand même joli. Il y a aussi l'engagement des utilisateurs, ce qui va permettre aussi, ces caractéristiques vont permettre l'engagement des utilisateurs, la confidentialité et la sécurité en général. Et en termes plus thérapeutiques, donc, que l'intervention qui est offerte par des appareils de nouvelles technologies soit quand même fondée sur des données probantes, que ce soit confidentiel, qu'il y ait un bon contenu, qu'il y ait une pertinence thérapeutique, qu'il y ait une bonne alliance thérapeutique, et aussi on se base souvent sur l'évaluation aussi subjective des personnes qui l'utilisent. Donc voilà, je laisse la parole à Catherine qui va nous parler des interventions en ligne indépendantes. Alors, je ferai ça très rapidement, pardonnez-le-moi d'avance. Alors, les interventions en ligne en dépendance, elles visent tout d'abord, comme les interventions traditionnelles, à réduire la consommation de substances psychoactives, à diminuer les comportements à risque qui y sont associés et aussi à encourager le recours à l'aide des participants. Les avantages de l'intervention en ligne, il n'y a pas d'interlocuteur, alors ça peut réduire les problèmes de stigmatisation ou de gêne. Aussi, pour le milieu scientifique, ça permet de standardiser l'intervention en ligne de manière optimale. Sur le plan temporel et géographique, contrairement à un centre de jour, par exemple, l'intervention est accessible en tout temps et de n'importe où du moment qu'on a accès à Internet. Et tout le processus peut se faire en ligne et sans frais. À qui ça s'adresse? À différents types de publics qui souvent comportent des caractéristiques spécifiques. On va vous en parler un petit peu plus tard. Sinon, des gens aussi socialement intégrés qui seraient peut-être freinés à
côtoyer les centres de soins. Sinon, ceux qui considèrent que leur consommation n'est pas assez importante pour se présenter dans un lieu physique ou qui n'y ont tout simplement pas accès physiquement. Les études d'efficacité sur les interventions en ligne, il y en a très peu. Alors, si vous voulez en faire, c'est une très bonne idée. Sinon, généralement, le recrutement, le processus d'enrôlement se fait en ligne. Une adresse courriel est demandée aux participants. Ensuite, un nom d'usager, un mot de passe lui est envoyé pour qu'ils puissent accéder à la plateforme web. Un questionnaire baseline est rempli là, qui comporte les mesures intéressantes pour l'intervention. Les participants sont généralement randomisés soit au groupe intervention ou à un groupe contrôle. Quand il y a plusieurs interventions en ligne qui veulent être testées, bien, ils sont randomisés aux différentes interventions. Les courriels servent à rappeler aux participants soit de terminer l'intervention ou de répondre aux différents temps de suivi. Généralement, il y a un suivi après 3 mois et après 6 mois, plus rarement après 12 mois. Les compensations financières sont souvent cumulatives pour encourager les participants à maintenir l'intervention ou à répondre au suivi. Puis, l'accès est illimité à l'intervention le temps de sa durée. Puis, elle se présente sous vraiment différentes formes, des modules, des jeux interactifs, du chat, de la discussion entre utilisateurs. Il peut y avoir des journaux intimes aussi. Les effets sont de plus en plus documentés. Alors, effectivement, on a réussi avec les interventions en ligne à réduire la consommation d'alcool, mais aussi de d'autres substances psychoactives, comme par exemple les stimulants, même la méthamphétamine. Les comportements sexuels associés à la consommation tendent aussi à être réduits. Et le recours à l'aide aussi, on note que ça a été augmenté. Toutefois, les résultats sont plutôt valables après 3 mois de l'intervention. Sinon, à 6 mois et 12 mois, bien, ça tend à s'estomper. Les conditions les plus favorables, bien, ça s'adresse généralement à des consommateurs qui sont à risque, quoique pour la méthamphétamine, c'est des consommateurs plus problématiques, puis il y avait de bons résultats. Sinon, les interventions en ligne sont bien quand elles dépassent simplement l'information, mais qu'elles sont vraiment adaptées aux besoins des participants. Quand elles ont un lien aussi avec les ressources existantes dans le milieu, puis plus elles sont personnalisées, engageantes et amusantes, plus elles semblent fonctionner. Par rapport au groupe d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les interventions en ligne ont été utilisées pour réduire le risque sexuel, puis un peu comme les problèmes de consommation, on a eu de bons résultats. Elles ont permis de réduire le nombre d'actes sexuels non protégés et aussi d'augmenter les connaissances quant à la santé sexuelle puis un bon fonctionnement sexuel. Et de la même manière, les effets s'estompent vers 6 et 12 mois après l'intervention. Ici, je vous présente rapidement une étude qui est intéressante parce qu'elle combinait en fait la prise de risque sexuel et la consommation. C'était une intervention qui s'est faite par message texte pour 52 ARSA en fait. Donc, les 400 messages textes ont été développés par 20 hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes aussi, qui eux-mêmes avaient consommé de la méthamphétamine. Puis, ça s'adressait pour la consommation de la méthamphétamine et la sexualité risquée qui était associée. Puis, encore une fois, on a noté une diminution de l'usage de la méthamphétamine injectée chez les participants, des relations sexuelles non protégées, de la prise de risque sexuel en général. Puis, voilà. Je laisse Mathieu présenter un exemple un peu plus concret. Georges, pardon. Donc, justement, Catherine a commencé à parler de cette intervention menée auprès d'hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Donc, pourquoi cette population? Parce que c'est une population qui consomme davantage de substances que les hommes de la population générale, que les hommes hétéros. Et donc, c'est justement, ça met la table pour l'exemple dont on va vous parler, qui est le projet Mombuzz. C'est un projet qui s'adresse à des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes pour qu'ils fassent le bilan de leur consommation, la motivation qu'ils sont à changer certains comportements et aussi des liens entre la consommation et leur sexualité. Donc voilà, le but c'est de sensibiliser cette population donc aux méfaits associés à la consommation et aux substances, notamment sur le plan de la sexualité, réduire les méfaits associés à ces comportements et favoriser une orientation à des services adéquats. Donc voilà de façon générale à quoi ça ressemble le projet Mombuzz, c'est-à-dire qu'il est fondé sur l'approche SBIRT, donc Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment. Pardon pour mon accent, mélange espagnol-français. C'est un projet de recherche participative qui implique la communauté et il y a l'organisme Réseau qui travaille avec cette population, qui est impliqué dans le projet en tant que partenaire principal.
Et donc, c'est un projet qui a été développé avec plusieurs comités de travail pour s'assurer que l'intervention, que la plateforme web qu'on développe rejoigne vraiment les intérêts de la population. Donc, les composantes, en fait, associées à l'approche SBERT et la navigation. Donc, à l'entrée, donc, les participants doivent bien sûr faire un formulaire de consentement, lire la description de l'étude et signer son consentement. Pour le screening, en fait, on a 3 instruments de mesure. Il y a l'assist pour mesurer le niveau de la gravité de leur consommation. Il y a le questionnaire de la motivation au changement et un questionnaire pour voir les liens entre la consommation et leur sexualité. Pour l'intervention brève, donc en jaune, il y a une rétroaction personnalisée qui est donnée suite en fait aux scores qui ont été obtenus avec les 3 instruments mentionnés précédemment. Et ils ont la possibilité de chatter avec un intervenant, soit en direct si l'intervenant est présent, ou en différé. Donc on prenait un rendez-vous avec l'intervenant et on revenait le jour du rendez-vous. Et il y a une référence, donc en fonction aussi du profil du participant et de son intérêt. En fait, on a un avis concernant le changement qu'il pourrait éventuellement porter à sa consommation et à ses comportements sexuels. Et il y a une référence qui est donnée avec une carte en fait qui répertorie les services en dépendance, en sexualité dans sa région. En fait, c'est comme un Google Maps dans le fond. Et pour les liens entre la sexualité et la consommation, en fait, il y a plusieurs indicateurs qui vont nous permettre en fait d'orienter les participants, de donner un avis aux participants sur le niveau de problématique de leur comportement sexuel en lien avec la consommation, notamment l'utilisation des substances et les prises de risques en lien avec le VIH, l'utilisation des substances et en concomitance avec les médicaments antirétroviraux, que ce soit pour traiter le VIH ou comme moyen de le prévenir, comme prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire qu'un médicament qu'on prend pour prévenir l'acquisition de VIH, l'échange économico-sexuel et l'utilisation des substances, et aussi le SLAM, qui est l'injection, notamment de méthamphétamine dans un contexte sexuel, et l'utilisation de médicaments pour la dysfonction érectile dans un but récréatif mélangé à des substances psychoactives. Pour les autres indicateurs, c'est le niveau de préoccupation des participants qu'on évalue. Et là, je vous montre en primeur en fait quelques images de la plateforme web en fait qu'on est en train de développer, qui sera bientôt disponible. C'est une plateforme qui aurait dû être lancée il y a quelques temps, mais pour justement des questions techniques avec la firme web qui développe la plateforme, on a dû le reporter un peu. Et c'est justement un enjeu en fait qu'il faut tenir compte lorsqu'on développe des projets en partenariat avec, par exemple, l'industrie du web, qu'il y a aussi des dialogues à établir et une compréhension à établir des part et d'autre, parce qu'eux, ils ne comprennent pas nécessairement les enjeux associés à la recherche, et pour nous aussi, c'est un monde différent, celui de la technologie. Donc, il y a quand même un dialogue à établir. Donc, ça, c'est l'entrée, où la personne où on explique en fait le projet à la personne, et la personne peut cliquer sur faire son bilan. Il y a le formulaire de consentement, qui est avec un menu déroulant, en fait, et la personne ne peut pas cliquer « Accepter » s'il n'a pas nécessairement descendu jusqu'en bas du formulaire de consentement. Et toutes les interactions, en fait, tous les questionnaires sont posés de façon chat, en fait. Il y a un petit robot qui est le robot Monbuzz, et il y a la personne, en fait. Donc, toutes les questions, que ce soit le questionnaire sociodémographique, l'assist, le questionnaire sur la motivation au changement, le questionnaire sur les liens entre la consommation et la sexualité, sont posés de cette façon-là, avec une interface qui ressemble un peu à des messages textuels. Pour l'assist, en fait, pour poser des questions sur les substances, il y a des tableaux comme celui-ci, où la personne peut cocher toutes les substances qu'elle a consommées, soit au cours de sa vie ou au cours des 3 derniers mois, et si la personne ne connaît pas nécessairement la catégorie des substances, par exemple les hallucinogènes, elle peut cliquer sur le point d'interrogation pour voir qu'est-ce que c'est. Enfin, justement, passer le curseur des 20 pour savoir ce que c'est. Ensuite, pour la question sur la motivation au changement, puisque les choix des réponses étaient d'accord, en désaccord, pas tout à fait d'accord, etc., on a la firme web a proposé en fait d'utiliser des emojis. Enfin, déjà, c'est un langage que les gens utilisent fréquemment lorsqu'ils s'échangent des messages. Et donc,
on a des messages pour leur dire à quoi correspond chaque emoji. Ensuite, pour le questionnaire mesurant les liens entre la consommation et la sexualité, on a des échelles en fait, qui vont de 0 à 10, et donc la personne peut déplacer le curseur d'un côté ou de l'autre pour donc, afficher le chiffre qui correspond à sa réponse. Et enfin, pour le bilan, en fait, on a un bilan personnalisé avec, en fait, on leur explique quel est le niveau des risques qu'on va, que le questionnaire permet d'évaluer. Par la suite, on leur donne une rétroaction personnalisée en fonction de sa propre réponse pour chacune des composantes. Voilà, j'ai laisse la parole à Mathieu qui va nous parler des défis et des perspectives. Oui. Donc, j'ai essayé de réfléchir, en fait, comme chercheur, à c'est quoi la perspective qu'on a devant nous? Dans 25 ans, quelles questions on devrait avoir répondu et c'est quoi les problèmes de travailler avec cette firme-là? Je bouge, avec les firmes informatiques, je bouge beaucoup, vous allez devoir me suivre. En fait, c'est vraiment un luxe assez intéressant parce que ce qu'on constate, premièrement, c'est que les interventions en ligne sont légitimes, acceptées, le monde veut en recevoir, sont prêts à franchir cette étape-là. Pour ceux qui ont vu la présentation de Myriam Laventure, ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'on avait une très bonne idée de à quoi devrait ressembler la prévention en dépendance. Quand on parle d'intervention en ligne, on a vraiment une efficacité qui repose sur un ensemble de paramètres. Hein. C'est quoi qu'on vise? Est-ce qu'on vise à diminuer la consommation ou à favoriser l'accès? Est-ce qu'il faut que ce soit adapté à la clientèle? Est-ce qu'on vise des gays, des personnes itinérantes? Soit dit en passant, les itinérants ont de plus en plus accès à des téléphones intelligents. C'est leur façon de communiquer, d'entrer en relation avec le monde. Donc, dans les données à Georges, ce qu'on trouve aussi, c'est que nos itinérants ont aussi accès à cette clientèle. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas. La durée, hein, parce qu'on veut avoir des interventions au long cours, mais l'intervention en ligne nous contraint à certains éléments. Le moment dans la trajectoire de service, la promotion qu'il ne faut pas oublier. Et ce que ça nous amène aussi à réfléchir, c'est quel format et quelle plateforme l'intervention en ligne va avoir. Donc, dans peut-être 20 ans, on va peut-être avoir une meilleure idée de ces paramètres-là, comment faire une intervention en ligne efficace. Ce que Georges et Catherine nous ont présenté aussi, c'est qu'il faut éviter de transposer une simple transposition d'intervention conventionnelle. Donc, de penser que la personne va nous voir en ligne 1 heure à chaque semaine, ça c'est une mimique ou en anglais ce qu'on appelle un skeuomorphisme, c'est-à-dire qu'on transforme la même structure sans penser à la fonction du produit qu'on design. Et en fait, ça, il faut vraiment éviter ça. Il faut aller voir le potentiel que nous offre Internet. Si on fait juste imiter quelque chose qui est déjà existant, on n'ajoute rien à la plus-value. Le troisième élément que Georges a voulu souligner avec mon buzz, mais aussi avec l'ensemble des interventions en ligne, c'est que ça demande un développement qui est assez complexe et qui a avantage à inclure les utilisateurs. Si on ne les inclut pas déjà à l'amorce du processus, on a de fortes chances de rentrer dans un mur quand on fait du développement d'intervention en ligne. Probablement de l'intervention conventionnelle aussi, mais ça n'a pas été traditionnellement la façon de fonctionner et c'est d'autant plus important avec cette clientèle. On m'a demandé de tourner mon regard sur le futur et je vous cite une citation de Niels Bohr, qui était quelqu'un de beaucoup plus important que moi, et qui dit que la prédiction est vraiment difficile, particulièrement à travers le futur. Et c'est un collègue qui me l'a souligné la semaine dernière dans une présentation, donc c'est pas mon idée originale. Mais on a longtemps pensé et on s'est planté sur différents aspects de futur. Donc, on peut penser aux Jetsons, qui pensaient aux voitures volantes qu'on aurait déjà aujourd'hui. Bon, en voyant la présentation de Jacques Bergeron ce matin, on peut penser que c'est peut-être pas une bonne idée, et surtout considérant la légalisation du cannabis. On peut penser aussi à des applications qu'on n'a pas vu venir nécessairement. Donc, quelqu'un qui a dit en 1984, la souris, on pense que le monde ne sont pas vraiment intéressés par ce type d'appareil-là, et on ne sait pas vraiment si ça va être utile ou non. Bon, la souris d'ordinateur a vraiment révolutionné notre façon d'interagir avec l'ordinateur. Donc, il y a toutes sortes de prédictions, et je vais essayer d'en faire quelques-unes aujourd'hui, mais rester critique par rapport à tout ça. On a vu qu'il y avait un potentiel vraiment intéressant des interventions en ligne. Hein. On peut faire des interventions de proximité sur les applications, sur les formes de clavardage. Que ce soit de l'intervention, de la prévention, les jeunes, où est-ce qu'ils se ramassent aujourd'hui, c'est plus dans une maison de jeunes, c'est plus dans une ruelle, c'est dans des forums de clavardage. Donc, il y a aussi cette perspective-là que dans nos interventions de Reaching Out, il faut aller de plus en plus vers les forums d'intervention si on veut rejoindre une certaine clientèle cible.
On a vu qu'on pouvait aller faire de l'intervention just in time. Donc, au moment où c'est le plus opportun, on peut apporter avec l'intervention en ligne, en allant dans la vie des individus, quelque chose de plus qu'on ne peut pas faire comme clinicien et que les AA ont fait pendant de nombreuses années qu'on n'a pas pu offrir. On vise aussi l'autonomisation du patient et une opportunité de poursuivre l'intervention avant, en parallèle à un traitement ou suite à l'intervention. Donc, dans notre trajectoire de service actuellement, il y a un ensemble de trous. On sait, les personnes qui sont en rechute, souvent, ils n'ont pas eu le temps de revenir dans nos services pour qu'on puisse leur présenter quelque chose et notre trajectoire n'est pas faite pour les accueillir. Sur le plan organisationnel, si on réussit à ramasser toutes ces données-là, on peut vraiment avoir un beau soutien, un beau monitorage des trajectoires de service, surtout dans des services qui sont hors RAMQ, qu'on n'arrive pas à suivre à la lettre. Et pour une partie substantielle de la clientèle, c'est le cas, surtout quand ils font affaire avec le communautaire. Et ça peut augmenter, en quelque sorte, ça peut nous permettre de voir les trous de service et d'augmenter la couverture de services spécialisés, notamment au niveau temporel, mais au niveau géographique aussi. Si on a un programme autochtone très spécialisé qui se mettrait dans certaines régions, bien, avec l'intervention en ligne, on peut la diffuser à l'ensemble du Québec sans multiplier les ressources qui vont être dédiées à cette clientèle-là, par exemple. Pour vous donner une idée des applications, c'est vraiment une des perspectives les plus intéressantes en ce moment, c'est l'Ecological Momentary Assessment, qui consiste à avoir des pushes vers l'utilisateur et que l'utilisateur fasse des pushes quand il y a des changements ou, dans certaines situations, on a des changements de mood, d'humeur, des tentations de prendre la consommation. Et ça nous permet vraiment de capter quelque chose de beaucoup plus précis sur la prédiction du risque. Si vous vivez à Londres, que vous sortez probablement votre parapluie à chaque jour, et ça va bien parce que vous êtes dans un climat qui est pluvieux. Mais si vous êtes dans une région tempérée, vous avez probablement besoin de la météo du matin pour savoir si vous allez apporter votre parapluie. Et c'est un peu la même chose pour la rechute quand notre client nous dit le vendredi soir « Ah oui, je suis prêt à aller à passer ma fin de semaine à l'extérieur » et qu'il nous revient lundi en disant « Je pensais que c'était le cas et je ne vous ai pas menti, mais il y a eu beaucoup de changements et il y aurait eu beaucoup de stratégies à faire pendant cette fin de semaine-là et on aurait pu le monitorer de façon beaucoup plus raffinée avec ce type de technologie-là. De la même façon, si on a un Google Maps et on a un ensemble d'utilisateurs qui utilisent des services, donc chacune des régions, des sites sur une trajectoire représenterait des services, on pourrait voir où est-ce qu'il y a des fuites d'utilisateurs, où est-ce qu'il y a des congestions et essayer de voir comment on peut améliorer certaines parties très ciblées de notre service de soins en cours. Pourquoi maintenant on devrait s'y intéresser? Il y a plusieurs personnes qui se disent ben, le futur, c'est la robotisation, c'est l'automatisation de plusieurs processus. Et il y a des physiciens américains qui ont fait une étude, qui ont répertorié 700 corps de métier. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a très peu de chances qu'on se situe dans la première tranche, que nous soyons remplacés, que nous soyons psychologues, conseillers ou encore professeurs universitaires, parce que c'est un degré qui demande beaucoup de capacités interpersonnelles. Donc, c'est très difficile à copier. Si vous parlez à un téléphoniste de Bell et que vous finissez votre conversation, vous pourriez lui dire qu'il y a 97% de chances d'être remplacé prochainement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas vers une automatisation et une utilisation et une nécessité de développer nos compétences informatiques. Moi, je suis professeur d'université. Depuis les dernières années, j'ai beaucoup plus à utiliser tous les systèmes de gestion de données, tous les systèmes aussi de cours en ligne, de façon d'interagir avec mes étudiants, qui n'était pas le cas autrefois. Et probablement, comme clinicien, vous allez survivre dans le système. En tout cas, pas être remplacé pour des raisons technologiques, peut-être politiques, mais vous allez devoir apprendre à vous servir des nouvelles technologies, ce qu'on n'avait pas auparavant. Pourquoi ici et maintenant? On peut se dire qu'il y a d'autres priorités au Québec, c'est pas ça, on ne devrait pas investir dans les nouvelles technologies. Notre offre de service est réglementée, donc on n'a pas vraiment à s'en soucier. On est dans un socle, dans un vase clos, où de toute façon, on est protégé parce qu'il y a des barrières culturelles, il n'y aura personne qui va venir nous imposer. La santé, c'est un des domaines les plus réglementés. La clientèle n'est pas prête, n'est pas satisfaite de nos services actuels. Il y a trop d'enjeux d'éthique associés à la sécurité de données. On va se braquer et dire on n'avance pas dans cette direction-là. Eh bien, vraiment, d'autres joueurs ont pensé ça beaucoup longtemps.
On peut penser à l'industrie du taxi qui est hautement réglementée, l'industrie des clauses de distribution qui est aussi réglementée par tout ce qui est le CRTC, et l'offre de jeux en ligne qui est supposément réglementée au Québec par rapport à certaines lois. Si on décide de ne pas aller de l'avant, on va avoir une approche qui est très réactive, où en fait, les applications vont être diffusées, les services vont être diffusés, mais on n'aura pas le contrôle des données qui vont être colligées, et probablement que ces données-là vont être colligées à d'autres fins que pour le bien-être de nos utilisateurs. On ne va pas avoir accès aux algorithmes de décision qui vont devenir de plus en plus complexes, donc on ne saura pas pourquoi quelqu'un est orienté vers ce type de service-là plutôt qu'un autre. Et dans le fond, tout ce qui va être les normes sur lesquelles les résultats vont avoir été développés ou les approches d'intervention vont être basées sur d'autres normes culturelles du traitement et d'autres normes culturelles de système de soins. Et une fois que ça va être fait, ça va être très difficile pour nous de réentrer dans un marché qui va être contrôlé. Essayer de développer de l'offre de séries télé en ligne avec Netflix aujourd'hui, c'est presque impossible. C'est un marché qui demande un haut coût d'amorce. Et donc, si on attend trop longtemps, je pense qu'on risque de se perdre là-dedans. Quelques défis. Probablement, celui qu'on a voulu souligner avec mon boss, c'est vraiment celui des conditions critiques et des processus de gestion. On n'est pas dans un projet qui est normal et il y a tout ce qui est la conception du site web qui est beaucoup plus présent qu'auparavant. Probablement qu'on a besoin de ressources humaines qui vont être de plus en plus familiarisées avec l'intervention, dans le développement, puis comment mener ce type d'intervention-là. Et présentement, au Québec, la formation des intervenants en dépendance devrait peut-être s'intéresser à comment on les forme à faire de l'intervention en ligne, à développer de l'intervention en ligne. Pas que ce soit nécessairement le gros du programme, mais probablement au niveau des compétences qu'il faut réfléchir dans les 25 prochaines années, ça va être parmi celles-ci. Ce qu'il faut comprendre aussi dans la gestion de projet, c'est qu'il y a beaucoup de micro-ajustements qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la plupart des programmes, qui vont être beaucoup plus présents quand on est dans une offre en santé. Un autre défi, c'est la culture, la finalité et les expertises qui sont différentes. En fait, le risque en 2008 avait publié comment on collabore entre différents acteurs, et les 3 acteurs identifiés étaient le chercheur, l'intervenant et le gestionnaire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a probablement d'autres types d'acteurs qui sont intéressés. Nos utilisateurs de drogues par injection, il faut les inclure dans les projets, pas seulement comme participants, mais comme personnes qui vont nous donner un input sur comment on développe nos programmes. Et on ne sait pas trop quel rôle leur donner, comment on peut pas les utiliser, mais les amener à contribuer pour qu'ils soient aussi satisfaits de contribuer à ce type de projet-là, tout en considérant que c'est des personnes qui sont des fois aussi en demande de soins. On a un autre acteur qui est généralement vu négativement jusqu'à présent par moi, qui est l'entreprise privée. On ne s'est pas doté de capacité à créer tous ces logiciels-là. On a besoin présentement de l'informatique parce qu'au niveau des services publics, les compétences en informatique dans le réseau de la santé ne sont pas si élevées que ça, ils ne sont pas réfléchis vers une approche utilisateur. Donc, il faut les approcher, il faut comprendre leur logique qui est financière à l'origine. Un autre aspect qui est plus organisationnel, c'est le lien entre la recherche, l'organisation des services en santé et les compagnies informatiques. La recherche est faite selon laquelle il faudrait posséder toutes les connaissances sous-jacentes, tous les blocs sous-jacents pour faire un pas vers en avant. Le problème qu'on a avec l'informatique, c'est que ça évolue très rapidement, très rapidement. En l'espace de 2 ans, on peut faire une révolution, une micro-révolution qui est assez importante. Si on attend en recherche d'avoir tous les blocs pour se lancer dans une intervention en ligne, eh bien, et le service de santé pour implanter un service de dossier de patient, probablement que quand on va le sortir, ces données-là, et on va dire c'est efficace, bien, la technologie ne sera plus à jour. Puis en fait, c'est exactement ce qu'un des auteurs a fait. Il a fait un essai contrôlé randomisé. Un essai contrôlé randomisé, ça prend plusieurs années en même temps. Donc, entre la démarche initiale et la publication de l'essai contrôlé randomisé, ça a pris 7 ans. Et dans ces 7 ans-là, quand il est arrivé pour publier l'article et dire « voici, ça fonctionne », ben, la technologie qui soutenait l'intervention était plus d'actualité et plus utilisée par aucune personne. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir aussi à notre processus d'implantation pour aller beaucoup plus rapidement vers des résultats et des micro-évolutions qui vont suivre aussi la technologie à travers tout ça. Un autre défi qui est particulièrement important, c'est celui de l'engagement.
Si vous êtes comme moi, le vendredi, vous allez sur App Store et vous voyez les nouveaux jeux qui viennent de sortir et les nouveaux jeux de pouliche qui copient l'ancien jeu de légumes. C'est la même logique interne, mais c'est drôlement plus intéressant. Vous le téléchargez. Et le lendemain matin, ben, vous ne le rejouez pas. En fait, on a un problème d'engagement quand on parle de l'application en ligne qui est super important. La plupart des utilisateurs vont avoir une ou deux utilisations qui vont être faites et très peu d'utilisateurs, ça c'est les applications en général, vont utiliser une application pendant une longue période. Et ça nous amène à être très créatifs et à réfléchir d'autres aspects. Oui, on peut faire des utilisations brèves, durer nombre de sessions. C'est ce qu'on a tenté de faire avec mon buzz en disant que c'était une session unique. On peut aussi penser à une personnalisation, à l'utilité de l'application, donc réfléchir du point de vue de l'utilisateur, des systèmes de notification, de rappel, c'est beaucoup ce qui est utilisé jusqu'à présent. Mais il faut réfléchir aussi à c'est quoi une application qui marche. Et une application qui marche présentement, c'est une application qui va donner un sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, si vous arrivez à inclure un réseau dans une application tout en protégeant la confidentialité des données, vous allez plus loin dans le niveau d'engagement. Une autre perspective qui est intéressante et qu'on est drôlement hésitant à faire en santé, c'est tout ce qui s'appelle la gamification ou la ludification en anglais ou l'utilisation de jeux sérieux. Et donc, il faut réfléchir à comment on va implanter dans nos applications en santé des éléments qui sont très bien documentés au niveau des jeux vidéo, des jeux d'hasard et d'argent, et qui peuvent renforcer l'utilisateur à s'engager dans un processus de jeu. Et on a comme peur en se disant « Ah, il me semble que c'est malsain d'utiliser ce type de stratégie-là. » Une dernière stratégie, celle-là, je me sens vraiment moins à l'aise, mais c'est tout ce qui est l'enchevêtrement d'autres applications associées aux activités de vie. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des milliers d'applications et ce qu'on voit présentement comme effet dans la nouvelle technologie, c'est que Facebook, par exemple, va réunir l'ensemble de vos applications dans votre Facebook. Donc, c'est d'implanter à travers votre application principale des activités qui seraient en santé. Mais ça crée quand même assez de problèmes. Ça crée des problèmes au niveau éthique parce que Facebook commence à comprendre que vous utilisez aussi des choses en santé et capte les données par rapport à tout ça. Dernier élément, et j'ai terminé par la suite, toutes les considérations éthiques auxquelles il faut réfléchir, la qualité des interventions et des régulations. Georges vous a dit qu'il y avait combien? Plus de 100 000. 165 000 applications. Quand on a les études qui ont porté sur leur qualité, on dit que la plupart, là, 90%, étaient de très piètre qualité. Et il n'y a aucune régulation de ce type d'activité-là, comme en médecine, on pourrait avoir au FDA certains critères pour dire voici, votre application serait suffisante pour qu'on puisse la commercialiser comme telle. La notion de consentement aussi, si vous faites une mise à jour de vos logiciels, je ne sais pas combien d'entre vous lisez à chaque fois iOS, mais généralement, on n'en prend pas nécessairement connaissance. Et ça, c'est très difficile de s'assurer du consentement des utilisateurs. L'adéquation des services aux besoins et au développement. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais c'est pas grave. Aussi, dans mon buzz, un des aspects qu'il faut réfléchir, on l'a développé beaucoup avec l'intervention téléphonique, c'est tout ce qui est gestion de crise. Donc, si vous mettez du clavardage, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus difficile de faire de la gestion de crise par clavardage que quand on avait accès à la voix et on pouvait être beaucoup plus élaboré au niveau de la façon de parler. La sécurité, oui, liée à l'appareil, liée aux autres applications sur l'appareil, parce que les autres applications, des fois, scannent ce que vous faites dans d'autres applications, lié à tout ce qui est l'envoi et au repêchage de données. Donc, s'il y a une transition de données vers un serveur ou une inclusion ou un repêchage vers vous, il y a des possibilités d'interception auxquelles il faut réfléchir et tout ce qui est lié à l'entreposage. C'est particulièrement important parce que souvent, certaines licences dans les applications vont être hébergées aux États-Unis et certains serveurs sont américains, ça coûte moins cher. Mais les lois qui régissent ces codes de sécurité-là vont changer d'une région géographique à l'autre. Et par exemple, dans une application qu'on voulait développer où la personne aurait pu dévoiler qu'elle avait eu des comportements sexuels à risque alors qu'elle est porteuse du VIH sans avertir son partenaire, ça nous inquiétait de savoir que peut-être les autorités américaines qui font présentement ouvrir les applications en ligne de certains clients allaient pouvoir accès à ces données-là. Donc, il y a beaucoup de choses de réflexion à avoir et ça demande beaucoup une perspective transdisciplinaire qu'on n'avait pas auparavant. Je pense que les défis que je vous ai amenés vous l'illustrent très bien.
quelques lectures suggérées. Vous mettrez à pause l'enregistrement. Et je voulais juste remercier les partenaires qui nous ont suivis dans le projet Mon Buzz. Réseau n'est pas dans les partenaires parce que c'est un acteur principal, là, mais il devrait être au-dessus. Mais c'est vraiment un projet communautaire qui est très stimulant et on vous remercie de l'implication que vous avez eue dans le projet. Merci. Non. Ça coûte cher. Mais en fait, l'idée de coût-bénéfice, on ne l'a pas mis en évidence. C'est souvent, la documentation scientifique dit souvent que ça va être un coût-bénéfice, un coût-bénéfice. C'est pas très clair pour nous qu'il va y avoir un coût-bénéfice, au sens où on pense souvent qu'il y a un coût de développement qui est très élevé, puis après ça, un coût de maintien qui est beaucoup plus faible. Mais on sous-estime souvent le coût de maintien et d'ajustement en cours de route. Donc, il y a ça à faire à prendre en considération en ligne de compte. Mon buzz a été développé parce qu'il n'y avait aucune offre de service pour les personnes avec lesquelles il y avait une consommation et un lien avec la sexualité chez les gays, en fait. C'était vraiment pour ça que ça avait été développé à l'origine. Donc, c'est pour ouvrir un domaine qui n'avait pas vraiment d'offre de service en ce moment. Donc, c'est pas nécessairement un lien direct avec les coupures en service. Puis, généralement, ils ne vont pas aller vers un investissement substantiel en informatique quand il y a une coupure de service. Ils vont laisser le fonctionnement régulier. Ils ne vont pas développer des nouveaux projets. Moi, j'étais plutôt d'accord. C'est un enjeu de taille parce qu'on persiste à croire qu'on va avoir le même confidentialité que quand un dossier était mis dans une seule salle, barré à clé avec des gicleurs. Sur Internet, on n'aura pas ce niveau de sécurité-là. C'est très clair. Mais tant l'éthique clinique que la recherche datent de la Deuxième Guerre mondiale et il y a des choses qui ont évolué depuis. Et malheureusement, les éthiciens qui travaillent pour les hôpitaux et la recherche comprennent mal cette notion-là. Et il faut aussi réfléchir à une éthique qui est plus relative. Donc, qu'est-ce qu'une personne est normalement prête à consentir quand tu downloads une application gratuite comme niveau de sécurité par rapport à ces données? Et est-ce qu'on peut se situer un peu mieux que ça, significativement mieux que ça, mais pas au niveau qu'on avait quand la personne avait son dossier personnel papier? On n'aura pas ce doute. Puis c'est peut-être pas ça qu'il faut viser à faire. Je vais vous donner... Quand j'étais à Dollard-Cormier, quand j'étais au Service correctionnel du Canada, quand j'étais ailleurs, les ressources informatiques étaient dédiées à essayer de limiter l'utilisation d'Internet des cliniciens pour pas qu'il y ait de perte de données. Donc, si on injecte toutes nos ressources à essayer de contrôler, de sécuriser, on ne les injecte pas pendant ce temps-là ailleurs, où on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc, il y a une réflexion à avoir. Je n'irai pas contre les principes éthiques, tout ça, mais il y a une évolution à avoir. Puis, à force de déposer des projets de recherche et d'aller rencontrer les comités d'éthique, on fait passer certains messages tranquillement, pas vite, puis eux aussi évoluent par rapport à cette position-là. Mais on n'est pas... ils ne sont pas à l'heure des nouvelles technologies.